Basta l'Omerta, c'est le podcast qui agit contre les violences sexuelles. À chaque épisode, nous abordons un aspect des violences sexuelles avec un ou une invitée ou autour d'un débat. Nous sommes un duo mixte pour représenter l'ensemble des victimes. À qui est destiné ce podcast ? Aux victimes qui ont déjà parlé, à celles qui s'apprêtent à le faire ou à celles qui n'arrivent pas à parler. Cette émission est aussi destinée aux proches des victimes et aux personnes qui n'ont pas envie d'en entendre parler. Aujourd'hui, on reçoit donc Tevaïté, dit Vaï, qui a 34 ans, qui est une ancienne victime de violences sexuelles, qui est originaire de Tahiti et qui va donc nous parler de son parcours. Déjà, Vaï, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es d'accord avec la manière dont je t'ai présentée ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, pas spécialement. Je Non. pense que c'est très bien résumé. Parfait. Moi, j'ai bien aimé dans l'introduction que tu parlais d'anciennes victimes. Moi aussi, je dis des fois ex-victime ou alors survivant d'ailleurs, parce que j'étais victime d'un viol à l'âge de 9 ans. La première question, en fait, c'est pourrais-tu nous parler de ce qui t'est arrivé ? Me concernant, ça s'est passé plusieurs fois puisque j'ai été victime en fait d'inceste par un membre de ma famille pendant plusieurs années et ça a pris beaucoup de temps pour guérir déjà cette partie-là. Et tout au long de ma vie d'adulte aussi, j'ai eu droit à quelques petites surprises. Et en date, celui qui est le plus relié à MeToo, celui qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est en gros le viol que j'ai vécu avec mon ex-compagnon chez nous. Et c'est quelque chose qui a été compliqué à ingérer parce que du coup, ça a remis en question littéralement toute ma vie. Prendre conscience de qu'est-ce que c'était la violence, qu'est-ce que c'était le consentement, qu'est-ce que c'était les agressions sexuelles, même celles que j'avais eues dans l'enfance, même si j'avais bien pris conscience à l'adolescence plus ou moins que c'était pas normal, mais j'en parlais pas. Je gardais ça pour moi et puis quelque part, je pense aussi que physiquement, je me suis construit aussi une sorte de carapace physique pour encaisser tout ça. Et j'ai réussi malgré tout, mais ça s'est fait beaucoup dans le déni, dans la jeunesse. Enfin, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup dans le déni. Et c'est vraiment dans la vie d'adulte où j'ai vraiment pris conscience de toute la violence par laquelle j'étais passée, notamment les agressions sexuelles à répétition. Et vraiment plus particulièrement, c'était pas la plus violente des agressions que j'ai eues avec mon ex-compagnon, mais disons que le fait de s'en rendre compte, ça a été violent en fait. Le fait de prendre conscience que à aucun moment en fait, même moi, j'avais pas pris en compte mon propre consentement en fait, même en tant qu'adulte. Donc c'est là où ça avait été le plus compliqué, en gros. Et alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur à quel moment, enfin, justement, c'est quoi ? Est-ce que c'est une phrase qui a été dite ? Est-ce que c'est une image que tu as vue ? C'est quoi le truc, quoi ? En fait, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est MeToo. Concrètement, vraiment, c'est MeToo. Il y a une personne dans ma vie professionnelle, en fait, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Elle m'a formée. Et en fait, quand il y a eu MeToo, au début, on parlait de Weinstein, etc. Et puis des témoignages qu'il y avait à l'autre bout du monde. Et en fin de compte, au départ, je prenais pas vraiment pas ça pour moi, ni pour nous de manière générale. Et puis en fait, j'ai vu le post de cette personne et là j'ai réalisé que oh merde, en fait, je suis pas toute seule. Et puis il y en a eu d'autres ensuite, des personnes que je connais, des proches qui ont commencé à publier et puis là ça a commencé c'était un peu bizarre mais je sentais comme un truc qui était en train d'exploser à l'intérieur de moi, genre comme plein de trucs qui étaient en train de s'ouvrir, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si des souvenirs étaient en train de revenir et je me rendais compte que oh merde, moi aussi. Ouais, moi aussi. Et c'est là où, je sais pas pourquoi, mais dans la précipitation, je me suis dit, il faut que j'écrive, il faut que ça se sache. C'est pas que personne ne le sait, il y avait des gens qui le savaient, mais je voulais que ce soit reconnu, en fait. Donc, j'ai écrit, en gros, les deux agressions qui m'ont le plus traumatisée, en fait. Donc, celle de mon enfance et celle de la dernière que j'ai pu vivre dans ma vie d'adulte, quoi. Et c'est là où, la prise de conscience, ça a été ça. C'était de le lire sur le mur de quelqu'un d'autre et de me rendre compte que j'étais pas toute seule dans ma détresse, en fait. Donc c'est passé via les réseaux sociaux, hein. Quand tu dis que tu as écrit, c'est ça, tu as écrit un post sur les réseaux C'est sociaux ça. et il fallait que tu sois reconnue publiquement? Ouais. Ouais, parce que pendant très, très longtemps, en fait, notamment pour ce que j'ai vécu dans l'enfance, tu te sens seule et puis, quand t'en parles à des adultes qui te croient pas ou qui t'apportent pas de l'aide nécessaire, tu te sens encore plus seule et tu perds confiance, de manière générale en l'adulte de manière globale parce que, c'était une personne qui était proche de toi, qui était censée te protéger et t'aimer
Et en fait, c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais moi, je considère qu'elle m'a tuée ce jour-là. Elle m'a tuée tous les soirs où elle m'a fait subir ce qu'elle m'a fait subir, en fait. Et c'est difficile de se relever d'un truc comme ça et surtout de l'accepter pleinement et de plus se considérer notamment comme une victime. Alors après, je sais que j'ai jamais voulu me considérer comme une victime parce que pour moi, c'était trop dur au début. Puis un jour, il a bien fallu que je l'admette, que bah ouais, que je le veuille ou non, en fait, ça s'est passé et que je le veuille ou non, oui, j'ai été victime, mais que ça me définit pas. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a aussi construit et ça, je peux pas le nier. Mais enfin, ça ne me définit pas. Ou en tout cas, ça ne me définit plus. Et je vois vraiment en fait les étapes, que tu as eues, je les ai aussi vécues et je suis aussi passé par en fait un post sur Facebook, énorme le 3 janvier 3 avril 2018 et c'était voilà, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit en fait à 3 heures du matin et j'ai écrit ça pendant 2 heures en fait, donc c'est super long, vraiment. Et j'ai tout mis quoi, genre enfin c'était assez et il me disait: «OK, ça va peut-être, être lu par deux trois personnes, les gens vont se sentir gênés, ils vont rien même pas liker, ils vont peut-être voir mais jamais manifester quelque chose» et moi, c'était une avalanche en fait de commentaires et mais très, très positifs, d'emails, même d'appels, trucs, enfin tous les formes toutes les formes de communication en fait, ouais, enfin ont été utilisées pour, exprimer beaucoup de soutien et c'était voilà l'acte pour moi de réparation. Est-ce que c'était pour toi est-ce que les dans les commentaires en fait dans la réponse de tes proches ou même d'inconnus, en fait, est-ce que, il y a eu un message qui t'a le plus touché? En fait, c'est une réaction, d'une personne de ma famille qui j'étais pas enfin, j'étais proche d'elle quand j'étais enfant, mais je l'étais pas spécialement dans ma vie d'adulte et elle a eu un réflexe, qui moi m'a super étonnée parce que ça faisait longtemps qu'on s'était perdu de vue, dès qu'elle a lu mon MeToo, elle m'a parlé sur Messenger en me disant, «Je suis là» et c'était la première fois de mon entourage, quel qu'il soit, que ce soit mes parents, ma famille, il y en a qui elle l'a fait quoi. Elle l'a fait alors qu'on n'était pas spécialement proches. Elle a dit: «Je suis là» et juste ce truc-là, sur le coup, ça m'a vachement, je lui ai pas spécialement parlé, hein, je lui ai dit que ça allait et que j'avais juste besoin de le mettre par écrit, mais ça m'a apporté quelque chose que j'avais jamais reçu en fait, je pense, à ce moment-là. C'est-à-dire, une forme de soutien quoi. Une forme de soutien et je pense que c'est ce que j'en avais vraiment besoin à cette époque. Ça me donne la chair de poule, hein, je suis là, c'est C'est incroyable que le secret sur les violences sexuelles, c'est-à-dire que tu parlais même du fait que tu en étais quelque part consciente que ce que tu avais vécu était pas forcément normal, mais ce secret, ce poids était tellement lourd qu'il a fallu se mettre à des centaines de milliers de personnes, partant donc d'un scandale, énorme dans l'industrie du cinéma, puis, infusant partout sur la planète avec des centaines de milliers de personnes qui parlent. Il a fallu tout ce poids-là pour que ça tombe. Ça y est, on en parle, c'est vrai, ça existe, on peut mettre des mots dessus. Et voilà, juste pour boucler la boucle, moi, le petit post MeToo, alors j'ai pas été victime de violences sexuelles. En tant que femme, si, on va dire oui, mais effectivement, j'ai jamais vécu de viol, et cetera. Moi, je l'avais rédigé, je me rappelle, je marchais dans la rue, j'allais à un rendez-vous avec une personne assez célèbre, et je suis arrivée en retard à ce rendez-vous et elle m'a engueulée. Mais j'étais trop contente d'être en retard et d'avoir écrit mon Bah, tu post. m'étonnes. Donc voilà et MeToo, c'est quelque chose tout le monde se rappelle où il était le 11 septembre, mais je crois que toutes les personnes proches des victimes de violences et toutes les personnes victimes de violences se rappellent aussi, comment elles ont vécu MeToo. Ça a été vraiment une espèce de séisme, pour le coup libérateur cette fois, Mmh. mais hyper important, pour tout le monde, quoi. Bref, j'en viens à ma question. Donc MeToo, pour toi aussi est révélateur. Ça t'a Ouais, permis d'ouvrir la porte, je de pense que dire des c'était choses. nécessaire, ouais. À mon avis, c'était vraiment nécessaire. Alors bon, comme je bosse sur les réseaux sociaux, on entend souvent: «Oui, le tribunal Twitter, bla 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 bla». Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde quand on fait l'état des lieux de la justice, quand on fait l'état des lieux des condamnations, quand on fait l'état des lieux généralement de l'accompagnement des victimes, en fait, je me dis: ça coule de source, en fait. Ça devait y arriver un jour. Puis, j'ai commencé plus ou moins à analyser un peu toute cette omerta aussi autour de tout ça et puis notamment dans la cellule familiale parce que pour moi ça a été je l'ai vécu comme un abandon un petit peu et pour moi, c'est aussi une forme de sidération. Ma famille considère que c'est impossible, ça peut pas arriver, c'est impossible. Le L'onde de choc quoi, c'est trop dur ou je sais pas. Mais bon, en attendant, la victime, elle est là et bon, elle, ouais, bon, elle est en état de choc aussi, hein et elle a besoin d'un peu de soutien donc
Et je pense que il fallait que ça arrive pour qu'aujourd'hui on en parle plus et que même au cœur d'une cellule familiale, il n'y ait plus ce genre de réaction, quoi. Est-ce que ça ton poste, en fait, et ainsi de ce que tu as fait dans ta peut-être tu as communiqué après, transmis d'autres messages autour de ça, de ce qui t'est arrivé. Est-ce que ça a aidé les autres, en fait, d'autres victimes? Est-ce que tu as eu, quelqu'un qui est venu: «Merci d'avoir posté ça parce qu'enfin je peux savoir ce qui s'est passé»? Oui, justement, j'ai eu, d'anciennes collègues de travail et notamment, des amis qui sont venus en message privé pour me dire qu'elles aussi, elles avaient vécu ça et que c'était tellement dur et qu'elles allaient faire un post MeToo et elles me disaient merci et moi, j'étais en mode, elle me dit: «Merci», en fait, enfin, tu pas à me dire merci pour ça, en fait. Je suis juste désolée que tu vécu ça toi aussi, quoi, c'est tout. Et ouais et c'est là où je me suis rendu compte que ça a été un vrai effet boule de neige. Moi-même, comme je vous le disais, il a suffi que je lise le post de cette personne et je sais pas, ouais, ça a réveillé quelque chose en moi que j'avais enfoui très profondément. Je pense que ça aussi, le fait d'être dans le déni, ça m'a aidé à survivre aussi parce que je pense que les gens oublient très rapidement que les personnes de viol, enfin moi, je nous considère comme ça, on est des survivants parce que littéralement, ben, comme je vous le disais, bah, moi, j'ai eu l'impression de mourir, en fait et du coup, bah, j'ai survécu à ça. Donc si j'ai survécu à ça, je peux survivre à plein d'autres trucs derrière. Donc ça veut dire que je suis devenue forte, même si, bah, oui, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré pas passer par là, hein et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Mais mais bon, la vie, elle est comme ça et il faut faire avec. Maintenant, il faut juste essayer de corriger le tir et puis, faire en sorte que pour les prochaines, en espérant qu'il y en ait moins et puis que s'il y en a des prochaines, que l'accompagnement se passe mieux. Tout à fait. Alors, on a plusieurs questions justement sur, le thème de la justice, de l'injustice et de la non-justice. En préalable, en fait, comment tu, voyais avant, avoir posté ce message, de comprendre que tu étais une victime, une ancienne victime, comment tu voyais la justice? Est-ce que tu as déjà été confronté au système judiciaire auparavant? Est-ce que tu as déjà porté plainte, pour d'autres choses? Heu, non, honnêtement, non. Heu, vraiment, à part dans le cadre familial, enfin, j'avais déjà vu des flics débarquer à la maison pour des disputes ou ce genre de trucs, mais sinon, moi-même, à titre personnel, non, j'ai jamais fait appel, aux flics de manière générale et encore moins sur ces là-dessus. Parce que j'avais peur, en fait. Quand je voyais des amis ou je lisais des témoignages, le traitement des personnes de manière générale vis-à-vis de ce genre de sujet, alors que bon, j'estime qu'il y a quand même des traces psychologiques, en fait, de ces traumas, des choses qui peuvent être, je vais pas dire quantifiées, mais qui peuvent être analysées par des médecins, par des psys, des thérapies et du coup, pour moi, je trouve ça extrêmement compliqué d'avoir quand même, des personnes qui sont censées me protéger, remettre en question, ben, un truc que j'ai vécu et qui, en plus, était atroce, en fait, et puis de devoir prouver par A plus B que bah oui, ben, voilà, ça s'est passé comme ça, donc il faut que je fasse quoi, en fait, pour que quelque chose soit fait? Et j'avais pas envie de vivre ça, je pense que c'était trop pour moi. Je pense que si je l'avais fait, à mon avis, j'aurais été bonne pour une autre dépression, donc je préférais éviter, en fait. J'ai préféré me reconstruire dans mon coin, même si ça a été long, très, très long. J'y travaille encore sur certains aspects, mais ouais, aujourd'hui, je me considère plus du tout comme une victime. Mais par contre, oui, j'ai encore ouais, pas des réflexes de victime, mais comme des reliquats, en fait, de réactions. Par exemple, je suis quelqu'un d'assez, je suis hyper vigilante sur certains trucs. Je peux très facilement, enfin, je vais pas dire très facilement détecter des choses, mais quand quelqu'un me met mal à l'aise, bizarrement, ces dernières années, ce malaise, en fait, m'a prouvé que ça venait bien de quelque bien de quelque part parce que j'ai déjà été mis mal à l'aise par rapport à des personnes que je côtoyais au quotidien et puis bon, bah, quelque temps plus tard, j'apprends que, bah, c'était plus ou moins des prédateurs ou des violeurs ou ce genre de choses et c'est compliqué, en fait, parce qu'on se dit: «Ah ouais, d'accord, OK, bon, bah, j'ai développé un 6e sens pour ça. Génial! J'en avais pas envie, mais très bien». Au moins, bon, il y a ça, mais bon, après, c'est parce que je suis quelqu'un de très, observateur, je suis hypersensible, donc j'observe beaucoup les gens, mais bon, il y a des gens qui sont pas comme ça et qui malheureusement, ben,
ils se font manipuler ou justement ça peut prendre tellement de formes en fait. Des fois c'est insidieux, c'est vicieux, même quand je lis, je vous le dis, même en travaillant sur les réseaux sociaux, quand je lis des témoignages de jeunes filles et que quand je vois les commentaires en dessous, ouais mais tu pouvais dire non, tu t'es pas défendu. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens, allez regarder Arte, hein, et puis regardez cette vidéo-là d'un couple qui essaye d'expliquer à leur avocat que la femme de ce couple a été violée. Et au bout d'un moment, le mari en a marre, en fait, de cet échange, parce que cet échange fait passer la victime fait passer sa femme pour en fait, la coupable. Et il lui met juste un couteau sous la gorge. Il dit, mais alors, vous vous défendez ou pas? Et le mec, il est juste en sidération. Et cette vidéo explique la sidération, en fait. Et même juste ça, comment c'est possible qu'aujourd'hui, une personne soit victime et en fait, c'est elle la coupable? C'est quand même fou. Je trouve ça quand même dingue. C'est dans toute logique. Quelqu'un se fait cambrioler sa maison. Ouais, t'avais qu'à pas avoir de fenêtre. Ça, c'est un peu ça, non? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu as parlé un petit peu de la relation que tu avais avec la justice, qui est une relation à la fois un peu distante et un peu de méfiance aussi. Léger, ouais. Est-ce que tu as été tentée à un moment de porter plainte sur ce que Oui. tu as vécu? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai été tentée plus d'une fois, mais déjà pour mon inceste, je me suis dit, bon, il y a peut-être prescription dans tout ce bazar, vu que j'étais très jeune. Puis dans ma vie d'adulte, je me suis dit, ouais, mais bon, je sais très bien le genre de questions qui va arriver. Elles sont où les preuves? Elles sont où les preuves? Comment je prouve que ce soir-là ou que ces fois-là, il a fait ci, il a fait ça? Écoutez, discutez avec mon psy. Peut-être qu'il pourra vous dire que voilà, il y a des trucs qui sont significatifs de traumas assez importants, mais bon, j'avais pas envie de revivre tout ça, donc pour moi, c'était non, j'aurais eu l'impression en fait de me remettre, je sais pas, face à des jugements de personnes alors que vous avez pas à juger ce qui m'est arrivé. C'est arrivé, point. Donc il y a pas de contexte, il y a pas de fioriture autour, vous avez pas à porter de jugement là-dessus et j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie qu'on porte de jugement là-dessus parce que les gens ont tendance à le faire. Et je me sentais pas la force ni psychologique ni physique d'encaisser ça. Donc je me suis protégée, je me suis dit bon tant pis, tu vas essayer de te soigner toi-même et puis tu vas essayer de voir comment tu peux gérer ça toute seule. Et je l'ai géré dans mon coin à ma manière, tout en alertant mon entourage. C'était ma petite revanche à moi de mettre un nom sur ces personnes. Parce que je pense que, typiquement, la famille de mon ex est au courant. Donc ça, je pense que c'est une petite victoire. Et puis dans ma propre famille, il y a eu un nom aussi sur la personne qui m'a fait du mal quand j'étais enfant. Et ça aussi, pour moi, intérieurement, c'est une petite victoire. Et puis en plus, en ce moment, j'écris une nouvelle là-dessus, où il va y avoir des noms. Donc là aussi, ça va être une petite victoire, je pense. Et c'est ma façon à moi de me reconstruire face à ça. Parce que, je pense que toute ma vie, j'ai eu besoin que ça soit reconnu. Et c'est ma manière à moi que ça le soit. Et c'est ma thérapie, en gros. C'est ma thérapie. C'est tout le but de ce podcast, effectivement. Alors, on a invité Arnaud, qui est policier, qui est plaintier, qui reçoit les plaintes des victimes. Donc, lui encourageait beaucoup les victimes à porter plainte. Mais on tient à le redire très fortement, porter plainte est un des choix des victimes. C'est vraiment une des pistes de résilience, mais ça reste un choix parce qu'on sait le parcours du combattant que Ah oui. c'est. Donc, jamais on vous dira allez porter plainte ou faites ci, faites ça. Le parcours de la victime appartient à la victime. Mais c'est important que tu redises effectivement que tu as pris ta revanche en t'entourant effectivement aussi de personnes. C'est ça, et puis même dans mon entourage proche, c'est juste s'entourer d'amis qui comprennent ou de compagnons qui sont ni toxiques, ni... Bon, c'est même pas un terme psy, mais pervers narcissique, tu vois le genre. Et c'est juste tout ça, c'est se reconstruire un environnement plus sain, où on est cru, où on se sent en sécurité. Parce que concrètement, ouais, effectivement, moi, toute ma vie, disons que la sécurité, c'était un peu... J'avais toujours... même chez moi, je regardais toujours derrière moi, être sûre qu'il n'y ait pas quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est compliqué de vivre avec autant de stress et d'anxiété à cet âge-là. Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour la jeune fille que j'étais, et chose que j'avais pas avant. Mais aujourd'hui, quand je repense à la petite fille que j'étais ou la jeune fille que j'étais, je me dis, putain, t'avais quand même des sacrés ovaires, ma fille. Je suis fière de toi. C'est un peu... c'est aussi une façon pour moi de me dire que, ouais, malgré tout, j'ai de la force. J'ai survécu à ça. Donc, et je pense que toutes les victimes qui sont encore en vie aujourd'hui de tout ça, ce sont des survivantes.
et des survivants sont tous des guerriers, des guerrières qui ont encaissé un truc que la majorité des gens n'auraient pas pu encaisser, alors que, en plus, dans un monde où on ne vous croit pas forcément, et ça, je crois que c'est le pire, ça. C'est quand il vous arrive un truc difficile comme ça et qu'on ne vous croit pas. Ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué. Retrouver la confiance en les autres, mais ça revient. Ça s'en va pas pour toujours, ça revient. Mais ça met du temps. J'ai vécu dans des pays où en fait on se méfie des institutions de la police. Donc j'ai vécu 10 ans en Inde, j'ai vécu en Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, donc sous l'apartheid, la police en fait tuait les gens, torturait les gens. Donc à 18 ans, je suis parti dans ces pays et faire des études et tout ça. Donc pour moi, j'ai toujours vécu dans des endroits où en fait la justice est injuste. Enfin, la police sont les criminels, quoi. Peux-tu expliquer pourquoi tu as éprouvé le besoin en fait de confronter en fait la personne qui t'a fait du mal? Est-ce que le mot confronter, je sais pas si c'est la meilleure façon de décrire, ouais, ou Si, si? je pense. Parce que Comment ça s'est fait, quoi? Voilà. je pense que la construction, la réflexion que je me suis fait derrière, c'était je me suis pas défendue, personne m'a défendue, et là aujourd'hui je vais me défendre. C'est un peu pour résumer la méthode, c'était ça, quoi. C'était j'avais pas les capacités de me défendre à ce moment-là, entre guillemets, j'avais pas les capacités d'aller dans l'arène, et ce coup-ci, j'y vais, et je m'en fiche si on me croit pas, je m'en fiche si vous remettez ça en question, parce que mon dernier agresseur, ce qui était assez rigolo pour l'histoire, moi maintenant j'en rigole, hein, parce que je trouve ça assez comique, ou voire cocasse, c'est qu'après le MeToo, il est instantanément venu en DM pour me dire que c'était ma version. Par la suite, je lui ai pondu un mail de 3 pieds, mais vraiment un truc énorme pour essayer de lui expliquer par A plus B tous les bails du consentement, en fait. Mais encore aujourd'hui, quand je relis mon mail, je trouve que, en fait, j'étais trop gentille, en fait, dans ce mail. C'était un agresseur, le mec m'a fait du mal, j'avais pas à prendre les pincettes avec lui, en fait. Et encore une fois, et même aujourd'hui, je me dis, j'avais pas à l'éduquer sur cette question non plus. Même si, à ce moment-là, cet échange, sur le coup, m'a fait du bien. Mais par la suite, ce qui m'a fait bien rire, parce qu'il m'a dit, oui, faut que j'y réfléchisse. Mais réfléchir à quoi? Je me suis dit, attends, le gars, il vient de capter que je viens de faire mon MeToo, il vient de capter que c'était lui, il essaye de venir parler vite fait en message privé pour, je sais pas, prendre la température. Je pense qu'il devait un peu flipper, peut-être que j'aille voir les flics, ou je ne sais pas, tu vois. Ou peut-être que je mette un nom carrément sur ce truc, mais bon, je pense que la majorité des gens l'avaient reconnu, hein, parce qu'il était assez reconnaissable. Et en fait, ouais, et puis pendant plusieurs temps, c'était vraiment très bizarre, en fait, si tu veux, les interactions avec lui, parce qu'a priori, il voulait me présenter des excuses. Mais au bout d'un an, j'en ai toujours pas eu, en fait. Hein. C'était en mode, non, mais j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'y réfléchir. Non, mais c'est bon, ta race, hein. Vas-y, je vais te bloquer de partout. Tu me gonfles. T'essayes de donner une chance à une personne, de demander pardon, ou éventuellement de changer, tu vois, ou même pour toi, pour te soigner toi-même. Quand quelqu'un te demande pardon, ça fait du bien, en fait, aussi, quand on t'a fait du mal. Et en fait, lui, rien, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Hein. Ouais, allez, hop. Je l'ai bloqué. Puis, bizarrement, encore aujourd'hui, il vient de temps en temps me stalker mes profils pro et des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid. Sur le coup, je tique un peu quand même quand je vois qu'il fait ça. Donc, je le bloque et je me dis, oh, allez, fous-moi la paix maintenant. Vis ta vie, là. Vis ta vie toxique et lâche-moi. Lâche-moi. La charge mentale que tu avais, tu l'as transmise à lui. Ah oui, ah non, c'était l'idée, hein, vraiment. Hein. C'était l'idée parce que pendant longtemps, je me rendais compte que, parce que c'était dans cette histoire particulièrement avec lui, j'ai réalisé en analysant un peu, justement, en reprenant en compte le consentement, sa définition. Je me suis rendu compte que dans ces 4 ans de relation, il n'y avait pas eu beaucoup de consentement de ma part. Hein. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, il est hors de question que je porte ça. C'est bon, avec ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, ça suffit maintenant. Et du coup, je me suis dit, t'as qu'à avoir peur et t'as qu'à avoir honte. Et moi, j'ai plus honte de ça et j'ai plus peur, en fait. Donc,
Waouh! Non, 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 c'est trop bien. Non, ça fait du bien. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. C'est vraiment pour apporter, voilà, chaque victime, certaines s'y reconnaîtront, d'autres pas. Mais si effectivement on peut donner une once de ton courage et de ta force à certaines personnes, c'est top, quoi. Mais après, j'ai aussi la chance d'être bien entourée dans le sens où j'ai eu des amis qui m'ont aidée à encaisser tout ça, quoi. Toi-même, tu sais. Et mais oui, vraiment, c'est l'entourage, c'est important. Alors, quand on n'arrive pas à trouver du soutien près de sa famille, c'est vrai, ça fait super mal. On le vit comme un abandon. On a juste des mots rassurants, c'est de la part de la famille. Je pense que pour les victimes en général, ou en tout cas moi, je sais que ça m'aurait aidé parce que bon, la reconstruction, ça a quand même duré 20 ans, quoi, et plus. Et plus, et c'est long quand on est, entre guillemets, quand on se sent seul et quand on n'est pas entouré. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé des amis qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, et je suis là, et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui, parce que je vous cacherai pas qu'au bout d'un moment, notamment dans cette ancienne relation, il y a quand même eu derrière une tentative de suicide après une dépression. Donc, parce que j'en pouvais plus, en fait. C'était un amas de trucs toxiques, que ce soit les souvenirs, les sensations, parce que des traumas comme ça, aussi profonds, on ressent certaines choses. Moi, dans mon cas, j'étais hyper vigilante et j'ai développé par nature un caractère très agressif. Je me sens attaquée. Ah mon gars, accroche-toi à ton slip, hein, parce que je peux très, très vite. Enfin, en plus, je sais que je peux être bonne pour balancer des arguments ou des pics à la con, mais c'est juste un bouclier pour se défendre, en fait. C'est juste l'agressivité en elle-même, c'est juste un masque pour essayer de se protéger et de se défendre. Mais tout ça, tous ces trucs-là, tous ces résidus ou ces reliquats, je sais que ça a été amplifié et ça vient aussi beaucoup de ce que j'ai vécu, quoi. Donc, avant, j'en avais un peu honte d'être agressive comme ça. Maintenant, je me dis, non. C'est grâce à ça que qu'aujourd'hui, déjà je me suis pas foutue en l'air. C'est grâce à ça, même si oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de soutien, mais je me dis heureusement que quelque part, avant je le reconnaissais pas, hein, que j'étais forte ou que j'avais une force de caractère. Je me disais mais non, c'est pas possible. Enfin, je peux pas être forte, c'est pas possible. Moi, une des raisons qui fait que j'ai voulu lutter vraiment contre les violences sexuelles, c'est quand j'ai découvert le chiffre que 47% des victimes de violences sexuelles tentent de se tuer. Hein. Donc, enfin, je veux dire, c'est presque une personne sur deux ayant vécu des violences sexuelles. Le chiffre est astronomique. Donc, effectivement, toi, tu rentres complètement dans cette catégorie. Tu as vécu des violences sexuelles et à un moment, ça te dépasse, ça te... Ah ouais, t'arrives plus en fait. C'est comme si t'étais un vase et puis on l'a rempli, puis il déborde et puis tu sais plus comment gérer le truc et puis t'as l'impression de te noyer, et tu sais pas si tu vas réussir à sortir la tête hors de l'eau, ou tu te demandes quand est-ce que ça va finir, ou juste t'as plus envie d'avoir mal, en fait. T'as l'impression que ta vie, ça a été que de la souffrance, alors que c'est pas forcément vrai. Et ça biaise aussi, tu vois, par exemple, les bons souvenirs, les choses qui t'ont fait de manière positive, en fait, tu les oublies aussi, parce que tout ça, ça écrase, en fait, ça. Parce que c'est tellement, tellement violent, tellement traumatisant que ça prend énormément de place dans ta vie, dans ton être, je pense. Et puis ouais, et si tu fais pas sortir tout ça, ça va finir par te détruire, en fait. Et quelque part, moi aujourd'hui, je comprends aussi que des victimes en viennent à se suicider, parce que pour elles le voient comme une libération. Même si aujourd'hui, moi, je le vois plus comme ça, parce que effectivement, j'ai été dans cette période-là. Mais non, c'est pas une libération, en fait. C'est juste la cristallisation de la souffrance, en fait, à son paroxysme, en fait. C'est la mort. Tu souffres tellement que t'en peux plus, donc tu meurs. Littéralement. Donc, ça, moi aujourd'hui, j'aimerais que ça change, quoi. J'ai pas envie, par exemple, je suis en projet bébé et je me dis putain, les premières réflexions qui me viennent en tête, c'est merde, si j'ai une fille, il va falloir que je la forme sur ces questions, il va falloir que ceci, que cela, ou pire, si j'ai un garçon. Vous vous rendez compte? Je me dis pire si j'ai un garçon. C'est terrible de se dire ça. Alors que quand on a ce genre de projet, on s'en fiche finalement que ce soit une fille ou un garçon. Mais il y a ce genre de questionnements qui viennent quand même, parce que on n'a pas envie que ces enfants vivent la même chose que nous, en fait. On n'a pas envie qu'ils passent par cette souffrance, ou même qu'ils infligent cette souffrance. Ce serait trop dur. Ce serait trop dur.
Et moi, c'est ça, je pense que c'est aussi un peu ça, c'est ce qui m'a aidé, c'est que dans ma tête, c'était, je voulais plus avoir peur. Je voulais que ça change de camp, en fait. Je voulais que les mecs, ils aient peur de moi. Et que si jamais ils me fassent un truc, que ce soit eux qui aient honte, en fait. Et pas moi. Parce que moi, j'ai rien fait, en fait. À part exister, j'ai rien fait. Donc voilà. Et si tu étais Darmanin, si tu étais le ministre de la Bah, Justice, dis si donc, tu avais t'arrêtes d'insulter les gens, si tu toi. avais 3 Ouais, 000 j'avoue. milliards d'euros en poche, enfin, comment tu changerais les choses? Quelles seraient Est-ce que tu crois à la prison? Est-ce que tu crois pas à la prison? Est-ce que tu crois à la enfin, comment tu changerais les choses idéalement? Qu'est-ce qu'une victime devrait avoir comme Bah, moi, justice? déjà, de base, ce serait pour la détection des victimes. Donc déjà, moi, je me suis toujours posé la question, tiens, c'est vrai que depuis tout petit, on a des visites médicales à l'école. Et quid des visites psychologiques, en fait? C'est quoi la santé mentale, en fait? Je suis sûre à 100%, hein, il y aurait des professionnels dans les écoles qui, je sais pas moi, une fois par mois, discuteraient avec des élèves, ils pourraient détecter des victimes de violences sexuelles ou même juste juste des enfants qui sont dans des difficultés. Déjà, commencer par là, quoi. Et puis, de manière générale, ouais, c'est pour moi, si j'avais des milliards déjà au niveau de la justice, déjà former les flics pour commencer, hein, c'est déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal et puis peut-être avoir des peines un peu plus lourdes et puis un pourcentage plus élevé de peines aussi parce que bon, c'est quand même ouf et puis ce qui me fait rire souvent c'est que les gens disent oui, mais bon, les preuves quand même, présomption d'innocence, bla 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 bla. Oui, d'accord, oui, OK. Mais du coup, on fait quoi pour les victimes? On fait quoi pour les victimes concrètement? En fait, c'est quand même fou quand une victime va dans un commissariat et puis que l'une des premières questions qu'on lui pose, c'est ce qu'elle portait, quoi. Enfin, gros, qu'est-ce que c'est que cette question? C'est quoi le rapport avec la choucroute, en fait? C'est le gars m'a agressé. Je pourrais me promener à poil. Bon, on est d'accord, c'est illégal, mais mais je pourrais me promener à poil, qu'il aurait pas le droit, en fait. Donc ouais, je pense que déjà, pour moi, en tout cas, ces 2 trucs-là, ce serait déjà un bon début. Et puis après, de manière générale, peut-être changer un peu les codes de la société aussi. Mais bon, ça se fera sur des années, des siècles et des machins. Je sais très bien que j'en profiterai pas. Et puis peut-être qu'un jour, justement, on en viendra à se dire, ouais, c'est cool. On est vraiment dans une société où on est égaux, en fait. J'aime bien cette conclusion. Ouais. Non, bah merci, hein, Vi. C'était Merci chouette. à vous. Merci de nous avoir communiqué ta force, ton espoir, même si c'est pas toujours facile, comme tu nous l'as confié aussi. Maintenant que ça va mieux, hein, que ça va mieux et qu'il y a le projet bébé, qu'il y a plein de choses à venir, quoi. C'est chouette. On va dire qu'on brise nos chaînes et ça, c'est bien. Ouais. Encore une fois, super témoignage, hein. C'était vraiment, vraiment chouette d'entendre cette force, de sentir cette force. Je rebondis un peu sur ce que Vi a dit à plusieurs moments, parce qu'elle a parlé beaucoup des réseaux sociaux, bien sûr, par rapport à MeToo. Elle a témoigné sur les réseaux sociaux, etc. Je vais passer une news récemment. Elle est assez terrifiante, cette news, et en même temps, elle est absolument géniale. C'est une femme qui a été attaquée pendant son footing, je sais plus, dans un pays anglo-saxon. Et elle avait, vous savez, l'application qui fait le tracé de son parcours de jogging. Et en fait, elle a été, je crois, s'hydrater dans les toilettes publiques. Et donc, le gars l'attendait, un récidiviste, hein, un gars qui était déjà référencé. Et il a tenté de l'attaquer. Et donc, du coup, son tracé de jogging retrace tout le combat qu'elle a suivi, qu'elle a fait face à cet homme-là. Parce qu'elle s'est battue. Elle avait fait de l'autodéfense, genre 3 semaines auparavant. Elle a utilisé toutes les techniques qu'elle a apprises. Elle s'est fait casser la gueule, elle lui a cassé la gueule encore plus. Elle a réussi à l'enfermer dans une cabine téléphonique et a appelé les flics. Donc du coup, voilà. Et elle a dit pendant toute mon agression, et vraiment, vous voyez le tracé de son jogging, on dirait, vous savez, vraiment les trucs quand on va déchirer les feuilles tellement on fait fort le dessin. Donc c'est super violent à voir en fait. Mais elle a dit pendant toute l'agression, elle avait un seul truc en tête, c'est pas aujourd'hui, salopard. Et je me dis que ça recoupe à la fois la force, la colère de Tévaïté, et puis le côté technologique aussi, où on nous dit tout le temps: ah ouais, t'as quoi comme preuve? Bah tiens, regarde ce que ça fait une agression sexuelle quand tu la traces sur la carte. Et voilà, c'était mon petit retour que je voulais faire sur ça. Un épisode en fait qui me bouleverse et en même temps qui me donne beaucoup d'énergie, encore beaucoup d'espoir en fait.
Je l'ai dit aussi 2 fois, mais ça m'a, envoyé à des choses que j'ai vécues. J'ai bien aimé que, bien sûr, qu'elle se dise elle-même une ancienne victime et survivante. J'ai bien aimé que son témoignage, c'est aussi pour aider les autres, et aussi qu'elle parle de consentement, en fait. C'est vrai elle a eu cette, éducation par une source, enfin, peut-être c'est une question que j'ai pas posée, sur le consentement et c'est quelque chose de fondamental, en fait. La partie carte blanche, chacun, chacune s'exprime librement sur un sujet, recommande un livre ou un film, fait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Aujourd'hui, de nouveau, quelque chose de pratique et de positif, ça va être la communication non violente. En français, c'est communication CNV. Alors, en anglais, on le dit, NVC, Non-Violent Communication. Je ne sais plus le nom de ce fameux type qui commence par Marshall, je ne sais pas son nom de famille, vous retrouverez sans doute facilement. Peu importe qui l'a créé, comment. C'est en fait quelque chose de formidable. C'était un outil incroyable pour aussi me former en fait à être, animateur de groupe de parole. Donc ça m'a permis de gérer des groupes, des crises et aussi d'apprendre à aimer les conflits en fait et de plus en avoir peur en fait. Parce que de plus, voilà, fuir, sentiment de rejet, d'abandon, de colère, mais en fait savoir en fait exprimer les choses, sans que les choses éclatent, se brisent, ainsi de suite. De toujours aussi avoir un sentiment de que les choses peuvent se faire, se réparer. Surtout que ma mère m'a toujours appris en fait que parler c'est important et et ça a toujours été le mot qui m'a alors je dis ça parce qu'elle est présente ici, dans la pièce, mais je recommande communication non violente par le forme de livres, livres audio, de podcasts, d'ateliers, de formations, mais allez-y. Surtout quand on est marié, ou alors, en plein divorce, voilà. Ouais, merci Pierre. C'est vrai que la communication non violente, moi j'en ai fait une petite formation aussi et je me rappelle surtout de 2 conseils, c'est de limiter finalement la dispute au moment présent. Voilà ce que je ressens maintenant. Peut-être que dans un quart d'heure, je ne ressentirai pas ça, mais voilà ce que je ressens. Et effectivement, l'expression très claire de ses besoins. Voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Maintenant, j'ai besoin de ça. Donc, ne pas être dans le tu m'as toujours, t'as toujours fait ça, tu fais jamais ça. Non, ça, c'est le pire. Le tutu, Le le tutu, tutu, ouais, voilà. le tutu, Le ouais, voilà, tutu, voilà. exactement. Alors, mon coup de cœur à moi, il a rien à voir pour une fois. Je vais parler d'un compte Instagram. Une fois n'est pas coutume. C'est un compte humoristique, féministe, qui s'appelle «Même pour Cool Kid Féministe». Tout simplement, c'est un compte qui est tenu par une jeune femme qui s'appelle Anna Toumazov et donc qui fait partie complètement de cette culture et cette génération mème qui est: on prend une image, on la détourne, on en change la légende, voilà, c'est souvent lié à l'actualité. Mais pas forcément, hein, il y a des mèmes qui tournent depuis, 10 ans maintenant et elle donc elle est spécialisée en mèmes féministes. Donc si vous voulez prendre une bonne barre de rire, donc c'est mème pour Cool Kids féministes, voilà, Cool Kids féministes au pluriel. Vous allez sur Instagram, vous vous abonnez si vous avez envie et c'est vraiment hyper sympa. Voilà, voilà. Prochain épisode, nous aurons privilège, l'honneur d'avoir, ma mère en fait, Marie-Paul, qui va venir nous parler en fait de son parcours, son témoignage, en tant que proche de violences, sexuelles. Donc ça va apporter un éclairage sur comment une victime est perçue aussi par son entourage, et comment communiquer en fait avec ses proches, de ce qui s'est passé. Si ce podcast vous a plu, vous a appris des choses, vous a ému, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à nous soutenir éventuellement financièrement via les liens qui se trouvent dans la description. Merci à vous, ensemble, on va avancer.